Bonjour à toutes et à tous, nous accueillons aujourd'hui Christophe Oberlin sur Mizan TV pour un entretien consacré au mouvement Hamas. Bonjour Christophe Oberlin. Bonjour, Monsieur Farouk. Vous êtes chirurgien et professeur de médecine, l'auteur d'un nouvel ouvrage intitulé Cher Yassine, le fondateur du Hamas, publié aux éditions Éric Bonnier. Vous vous êtes rendu à Gaza une cinquantaine de fois. Dans votre livre, vous présentez le mouvement Hamas à travers différents témoignages de ses membres. Tout d'abord, pour commencer, que signifie le terme Hamas et quels sont ses principaux objectifs? Alors, le terme Hamas, il y a beaucoup a été écrit dessus. On a interrogé beaucoup de personnes, y compris le cheikh Yassine, qui disait que ce terme n'avait pas beaucoup d'importance, que pour lui, l'importance, c'était ce que faisait un mouvement. Le Hamas est né d'un autre mouvement qui s'appelait la Mujama Islamia. Et donc, c'est à un moment historique, on en reparlera, qu'il a décidé de prendre un autre nom de façon à apparaître comme un nouvel interlocuteur au niveau national et international. Et le premier texte qui a été signé du Hamas au début de la première intifada a été signé Mouvement de la résistance islamique, ce qui correspond à 3 lettres H, M et S. Et Hamas, ça veut dire également ferveur, donc il y a un acronyme. Donc finalement, c'est un terme qui a été, je dirais, officialisé par le mouvement au bout de quelques temps et qui maintenant est entré dans l'histoire. Oui. Quels sont ses objectifs à l'époque? Les objectifs à l'époque sont les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un mouvement de libération nationale qui s'inscrit dans le cadre du droit des mouvements de libération nationale en général, c'est-à-dire une population, un territoire, une résistance politique, une résistance juridique, et là on insiste généralement pas assez sur ce plan, et lorsque toutes les portes sont fermées, le droit à la résistance armée, comme tous les mouvements de libération nationale dans l'histoire de la décolonisation. Donc les objectifs n'ont pas changé, c'est la libération d'un territoire, la reconnaissance de frontières, et avec finalement très peu de modifications depuis l'origine du mouvement. Il n'a jamais été question, par exemple, de jeter qui que ce soit à la mer. Il n'a jamais été question d'éradiquer des populations entières. C'est exactement finalement ce que demandaient par exemple les Algériens. C'est la revendication, c'est l'égalité des droits sur le territoire de la Palestine, de la même manière que les Algériens réclamaient l'égalité des droits sur le territoire de l'Algérie. Le territoire de l'Algérie, on savait très bien ce que c'était. Le territoire de la Palestine, on le sait également, notamment depuis le démantèlement de l'Empire ottoman et même avant, le territoire de la Palestine est tout à fait connu. Donc le Hamas, fondé en 1987, s'appuie sur l'existence préalable de l'association islamique dirigée par le Cheikh Yassine. Quelle est la date de fondation de cette association? L'origine du Hamas est-elle liée à la défaite de Nasser en 67 et à l'échec du panarabisme? Alors, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que l'origine de la Mujama, officiellement, l'association a été fondée en 1973, mais bien entendu, lorsqu'une association est fondée, il y a des prémices. Il y a des gens qui se réunissent, qui se mettent d'accord sur des programmes, etc. Alors, c'était au départ, c'est vrai que la date charnière, ça a été la défaite de 67, je dirais même plus la mort de Nasser en 1970, en ce sens que le nasserisme avait séduit pas seulement les mondes arabes, mais aussi le monde entier, par une qualité d'expression, des objectifs, un idéal, etc. Ce qui, pour une part, relevait quand même beaucoup de la rhétorique. La défaite de 67, Nasser qui disparaît, finalement, une bonne partie des mondes arabes et musulmans se sont trouvés orphelins. C'est à ce moment-là que le retour finalement à une culture, je dirais, locale, musulmane, s'est imposé à un certain nombre. Et d'ailleurs, il est frappant de voir que dans l'histoire, et je le raconte dans le livre, que dans l'histoire de ce mouvement, eh bien, beaucoup de personnages sont passés
du marxisme de résistance à la résistance islamique et des personnages tout à fait importants. On voit d'ailleurs que sur le plan des valeurs, en dehors des valeurs religieuses, et encore, et je dirais même, et encore, parce que pour en avoir discuté avec des gens très importants du FPLP, il y a des gens très importants du FPLP qui sont des musulmans croyants, voilà, et ils ne renient pas du tout les racines islamiques. Mais le FPLP, c'est un mouvement plutôt marxiste. Voilà, c'est un mouvement marxiste historiquement, qui n'a pas été toujours bien ressenti, notamment, je raconte les épisodes d'affrontements, même d'affrontements physiques, qui ont eu lieu pour le contrôle, par exemple, de l'université islamique. Ce mouvement marxiste a été ressenti de la part du mouvement islamiste comme une espèce d'impérialisme extérieur, en ce sens que le marxisme est une idéologie étrangère, et dans un mouvement de libération qui luttait contre le colonialisme, contre l'impérialisme, eh bien, pour bon nombre, le marxisme en faisait partie, finalement, de ces colonisateurs. Et la réalité est complètement différente. Et on le voit à l'histoire qui s'est écoulée jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que du côté de la gauche marxiste, ce qu'ils appellent les leftistes, eh bien, il y a un certain nombre de valeurs qui se retrouvent, qui sont les valeurs de solidarité, la santé pour tous, l'éducation pour tous. Il y a toute une série de valeurs qui sont des valeurs sociales. Et la description occidentale de l'islamisme, de l'islam politique, est particulièrement pernicieuse et finalement raciste, c'est-à-dire que très souvent, on entend, et jusqu'aujourd'hui, dire finalement que l'islam politique, à travers des associations caritatives, etc., ne ferait que ça, que dans un objectif, c'est de recruter, c'est-à-dire de faire du prosélytisme. Alors qu'en réalité, il y a des valeurs qui sont très très proches, si ce n'est identiques, concernant beaucoup d'aspects de la société. Et c'est ces passages finalement du marxisme à l'islam politique que j'ai découvert en faisant cette biographie. Donc vous disiez que l'association a été créée en 1973, mais auparavant, Ahmed Yassine développait des actions. Comment ça s'est déroulé? À partir de quelles années ça avait commencé? Disons que le cheikh Yassine était d'une famille religieuse et que les mouvements de libération nationale qui ont existé avec une connotation, une base religieuse, une imprégnation religieuse, bon, en gros, ça date pour la région, ça date de la colonisation britannique, avec la résistance à la colonisation, une résistance pacifique la plupart du temps, d'ailleurs, c'est-à-dire ça relève de la constitution du mouvement des frères musulmans. Et ce mouvement dont il est difficile de parler dans notre pays est très très largement méconnu, d'autant plus qu'un certain nombre de chercheurs et de chercheuses utilisent véritablement comme une espèce de repoussoir l'islam politique. Il faut travailler et l'étudier, il faut lire les textes, il faut lire l'histoire. Il y a d'excellents chercheurs et chercheuses en France d'ailleurs qui font ce travail, mais on s'aperçoit qu'il y a une espèce de clivage, même au niveau de la recherche historique, avec disons, une imprégnation politique liée à l'ère du temps en ce moment qui ne sent pas très bon. Donc l'islam politique, c'est les années 30, c'est Hassan el-Banna qui a décrit des choses extrêmement importantes et pour lesquelles il est difficile d'ailleurs de ne pas s'associer. C'est-à-dire que l'idée des fondateurs, des frères musulmans, c'est de dire, il y a un certain nombre d'habitudes occidentales, que je n'appellerai pas des valeurs occidentales, mais il y a un certain nombre d'habitudes qui ne sont pas les nôtres. Il y a un certain nombre de coutumes qui ne sont pas les nôtres. Nous refusons de nous occidentaliser à outrance, et par contre, nous avons un passé, une culture, une histoire, une philosophie, une religion qui constituent nos racines et qui, sur la planète, peut contester que chacun sur cette planète a des racines conscientes ou inconscientes qui font ce qu'ils sont. Voilà. Quelles sont les normes occidentales qu'ils rejettent? Les normes occidentales, j'ai des difficultés à m'exprimer sur ce sujet parce que
tout de suite, on voit des portes qui se ferment, on voit des visages qui se ferment, on voit une expression qui est amputée. Moi, je préfère voir, par exemple, parler des choses positives. Les choses positives, eh bien, ce sont les grands réformateurs musulmans du 19e siècle, dont très peu de gens dans la population connaissent les textes et les idées. Pour vous donner une anecdote simplement qui va vous faire sourire, mais je lisais un soir à la maison un livre de Rifat el-Tahtawi. Rifat el-Tahtawi, c'est un réformateur musulman du début du 19e siècle, vous voyez, ça date d'il y a longtemps, et qui a écrit un livre assez court et assez facile à lire, même très facile à lire, sur la condition de la femme, la condition des filles, etc. Bien, imaginez-vous qu'en citant des phrases et des paragraphes de Rifat el-Tahtawi, ma femme, en riant évidemment un petit peu, m'a dit « Ah, il faudrait vraiment que tu me présentes ce monsieur ». C'est-à-dire que lorsqu'on va chercher dans les vrais textes des véritables expressions, ben, on trouve évidemment des choses et leur contraire, comme partout. Mais c'est important d'y trouver des choses auxquelles on adhère et qui peuvent nous servir d'exemple, et notamment dans le cadre, je dirais, plus que de la coexistence, dans le cadre de la constitution d'un groupe, par exemple le groupe hexagonal, voilà. Et donc ces valeurs, il faut les reconnaître à ce qu'elles sont, vous voyez. D'autres réformateurs, je pense en particulier à Mohamed Abdou, eh bien, a remis en question la lecture littérale des textes sacrés, bon, de la même façon qu'un grand penseur du XIIe siècle, si je me souviens bien, Razali, a dit le défaut des chrétiens, c'est qu'ils lisent la Bible littéralement, et ils devaient prendre du recul pour l'adapter au temps moderne. Donc, vous voyez que cette discussion, elle existe depuis fort longtemps, et donc les grands réformateurs, c'est ceux justement, eh bien, qui ont essayé de tirer la substance, de tirer les valeurs d'un certain nombre de textes. Et donc, Hassan el-Banna s'inscrit dans la lignée de ces grands réformateurs musulmans. Donc justement, est-ce que le Hamas, officiellement, est une branche palestinienne des frères musulmans? Alors, le Hamas est né des valeurs des frères musulmans, et dans le livre, je raconte évidemment la lutte du chat et de la souris que lorsque Ahmed Yassine est interrogé, il faut se remettre dans le contexte, et ça, je valorise le contexte à l'époque, et encore jusqu'aujourd'hui, parler des frères musulmans, c'est parler du diable, voilà. Alors, il faut quand même essayer de faire de la pédagogie. Moi, je ne suis pas dans une situation de faiblesse, donc je peux le faire, mais à une échelle microscopique. Mais en tout cas, peu de gens qui jettent l'anathème sur les frères musulmans sont capables de vous citer une seule des valeurs, une seule phrase, un seul paragraphe des grands réformateurs qui font partie des frères musulmans. On oublie dans l'histoire que les frères musulmans sont nés comme mouvement de libération nationale pour résister contre les Anglais, et à ce titre, ils ont été très brutalisés par les Anglais, et après, dans le pays qui est l'Égypte, puisque c'est là que le mouvement est né, les frères musulmans se sont exprimés à chaque fois contre les dictatures successives qui ont tenu l'Égypte. Et dans les rares périodes où il y a une démocratie parlementaire, ils se sont présentés aux élections. Donc il y a un certain nombre de valeurs qui méritent d'être connues, et il y a également une histoire objective qui est le projet démocratique des frères musulmans, d'une véritable démocratie. Est-ce que vous pouvez développer justement les aspects religieux du Hamas? Quelle est sa vision à l'échelle palestinienne, nationale, voire mondiale, sa vision religieuse, et puis après on abordera ses actions sociales? La vision religieuse, elle est extrêmement simple. C'est la vision de ce qu'on pourrait appeler la vraie laïcité, au risque de vous surprendre. La vraie laïcité, c'est la tolérance. C'est ça. C'est l'acceptation que tout un chacun peut croire ce qu'il veut et pratiquer la religion qu'il veut dans le respect de la démocratie, évidemment. Donc les véritables laïcs dans notre pays, je dirais, c'est presque les frères musulmans, en ce sens que ce n'est pas l'interdiction de la religion, c'est le respect. Moi, j'ai été frappé il y a près de 25 ans, les premières fois où je suis allé à Gaza et étant reçu par des responsables,
j'ai été frappé de l'incroyable tolérance. Je pensais que j'allais être perçu comme un occidental qui fait partie de cet impérialisme qu'il dénonce. J'ai été frappé par le fait, par exemple, que dans mes équipes, il y avait énormément de femmes, qu'elles soient chirurgiennes, anesthésistes ou infirmières. Et évidemment, jamais personne ne leur a demandé de mettre un voile sur la tête pour aller rencontrer un tel ou un tel. C'est-à-dire, je me suis dit, mais attendez, puisqu'ils m'acceptent pour ce je suis, pour qu'ils acceptent ce qui m'entoure pour ce qu'ils sont, je ne vois pas pourquoi je les accepterais pas pour. Et donc, une grande confiance est née à ce moment-là. Et c'est cette confiance, c'est cette collaboration que le mouvement Hamas entretient. J'ai écrit un livre sur les chrétiens de Gaza. Je crois que beaucoup de gens s'imaginent que les chrétiens ont tous été tués ou qu'ils sont partis. Ce n'est pas vrai du tout. La population chrétienne de Gaza, qui est une population de chrétiens orthodoxes, d'origine très ancienne, eh bien, je dirais que le mouvement Hamas tient aux chrétiens de Gaza comme à la prunelle de ses yeux, en ce sens que ce sont leurs frères, ce sont les gens avec lesquels ils vivent. Et comme ils savent en plus que l'Occident, eh bien, tirerait parti de la moindre entorse qui pourrait arriver à un chrétien de Gaza, ils sont encore plus protégés que les autres personnes de la population. Et lorsque Israël bombarde, eh bien, ils ont leur taux de morts et de blessés qui est le même que celui de leur proportion dans la population. L'harmonie à Gaza entre chrétiens et musulmans est quelque chose d'historique, de millénaire. C'est même, je n'ai pas exagéré quand je dis millénaire, parce qu'il faut se souvenir que l'islam est arrivé au 7e siècle à Gaza. Les lieux de culte ont été partagés. Il n'y a pas eu de répression, il n'y a pas eu rien de ce genre, à tel point que la population chrétienne à Gaza est restée majoritaire pendant 500 ans. Pendant 5 siècles, la population chrétienne à Gaza est restée majoritaire. Et c'est finalement au choc des croisades, avec là toutes les massacres que l'on connaît, et bien que le nombre des chrétiens a commencé à diminuer jusqu'à aujourd'hui. Donc, la position religieuse du Hamas est une position d'ouverture. Vous expliquez dans le livre donc, le mouvement Hamas a débuté par beaucoup d'actions sociales auprès des populations. Il a rencontré un fort succès. Quelle est sa vision donc, sociale et économique de la politique? La vision, je dirais qu'elle est très classique. Je dirais que ce sont des valeurs qui sont les valeurs finalement de la gauche, c'est-à-dire le droit à la santé, le droit à l'éducation. Alors ils sont, sur le plan économique, bien entendu, c'est pas des collectivistes, hein. Ils croient à l'entreprise privée, au développement individuel, mais au développement contrôlé, au développement organisé. Ils croient aux syndicats. Pour donner un exemple, par exemple, frappant, pendant toute la période où les tunnels qui existent entre la bande de Gaza et l'Égypte ont fonctionné à plein, eh bien, tous les travailleurs qui travaillaient dans les tunnels étaient enregistrés, il y avait des taxes qui étaient prélevées et il y avait même des assurances qui étaient prises sur les travailleurs. C'est-à-dire que finalement, c'est un mouvement qui est très social. Voilà. Pour vous donner un exemple, à chaque fois que je reviens à Paris, je vois des gens qui dorment par terre dans les rues de Paris, voyez. À Gaza, en dehors des bombardements atroces qu'ils subissent en ce moment, les Palestiniens sont solidaires. J'ai jamais vu personne dormir dans la rue. Il n'y a pas de mendiants à Gaza. Et pourtant, Dieu sait si nous, en tant qu'Occidentaux, on nous voit de loin, on pourrait voir arriver des hordes de mendiants chez nous. Il y a une solidarité totale. J'ai vu des grands handicapés, et le cheikh Yassine d'ailleurs en est un merveilleux exemple, si j'ose dire. J'ai vu des handicapés mentaux extrêmement graves, entretenus par les familles, habillés, propres, nourris, des grands handicapés de 40 ans, eh bien, qui ont vécu 40 ans dans une société, dans une famille, qui s'est occupée finalement de ces handicapés. Le cheikh Yassine, paralysé des 4 membres, dans une société qui ne serait pas extrêmement solidaire, n'aurait pas survécu, tout simplement. Et là, je parle d'un sujet que je connais.
Je suis chirurgien des paralysies et je sais ce que c'est que la tétraplégie. Pour revenir donc au Hamas, comment son idéologie a-t-elle évolué au fil du temps? Je dirais que l'idéologie, ou en tout cas les objectifs politiques, contrairement à ce que beaucoup disent à tort, n'ont pas changé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fixés sur des idées fixes, ils ne sont pas capables d'évolution, mais en tout cas, les objectifs n'ont pas changé. Les objectifs, c'est d'accepter la création, de souhaiter même vivement la création d'un État palestinien sans reconnaissance de l'État d'Israël. Et ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que reconnaissance de l'État d'Israël, reconnaît-on un État qui fait partie des Nations Unies dont il n'a jamais respecté la moindre des règles. La Palestine entend bien respecter les règles des Nations Unies. La Palestine a adhéré par exemple au statut de la Cour pénale internationale et donc elle entend respecter tous les droits et devoirs qui incombent aux membres de la Cour pénale internationale. Donc ça c'est un exemple, mais les Palestiniens sont du côté du droit international. Donc ça n'a pas changé. Ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël parce qu'on ne connaît pas les frontières, etc., etc. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur des frontières de 1948, existe un état d'apartheid qui est tout à fait officiel vis-à-vis de la position palestinienne, avec toutes les lois qu'on connaît. Donc, on ne va pas reconnaître l'apartheid, on ne va pas reconnaître la colonisation, on ne va pas reconnaître l'annexion. Donc, l'État d'Israël est absolument inreconnaissable, en ce sens qu'il n'a même pas de définition, je dirais, politique. Si l'on met sur une balance les critères étatiques d'un côté d'Israël de 1948 et de l'autre côté de la Palestine, on s'aperçoit que la Palestine a beaucoup plus de critères étatiques. Les critères étatiques qu'on enseigne dans les instituts d'études politiques, où d'ailleurs on n'a pas beaucoup de liberté d'expression en ce moment, eh bien c'est un territoire donné, connu, avec une armée pour protéger les frontières, une loi commune, avec eh bien une police pour faire respecter l'application de la loi. C'est soit un État, voilà, et une égalité des citoyens. Bon, du côté israélien, il est clair que tout ça n'existe pas. Du côté palestinien, ça existe depuis longtemps. Ça existe évidemment depuis l'État palestinien qui existait au moment du démantèlement de l'Empire ottoman. Ça remonte même à très très loin, puisque la Palestine, la Philistia originelle, il y a près de 3000 ans, eh bien, c'est 5 villes-États qui ont décidé de s'associer avec une loi commune. C'était le début de la mise en avant de l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier. Autrement dit, ces racines, je dirais, démocratiques anciennes de l'État palestinien existent depuis très très longtemps. Maintenant, on va aborder un peu les relations du mouvement Hamas avec les autres organisations. Donc, comment le Hamas gère-t-il les relations avec les autres factions palestiniennes comme le Fatah, le FPLP, le djihad islamique? Est-ce que vous pouvez les présenter rapidement? Alors, je peux en parler du point de vue de Gaza, si vous voulez, parce que c'est celui que je connais du point de vue de Gaza. Sur le plan des relations avec les autres mouvements, ces relations elles sont bonnes avec quelques différences. En ce qui concerne un autre mouvement de résistance armée, qui est le djihad islamique, les relations sont très bonnes et très anciennes. Elles se sont confortées pendant l'épisode de Marjezour, c'est-à-dire en 1992, quand Yitzhak Rabin a déporté au Liban 400 membres supposés du Hamas et du djihad islamique. Ils sont restés pendant un an à la frontière libanaise. Ça a été l'occasion de clarifier toutes les positions. Et très souvent, il y a eu des quasi-accords entre les deux mouvements. La différence, c'est que je dirais que le Hamas a décidé, avant le djihad, d'aller aux élections, c'est-à-dire que quand vous parliez tout à l'heure d'inflexion, le Hamas, comme le FPLP d'ailleurs, c'est-à-dire la gauche, vous voyez, c'est assez frappant de voir que la gauche de l'éventail des factions palestiniennes et le Hamas ont récusé absolument les accords d'Oslo. Ça veut dire quand même que sur le plan politique, il y a une très grande proximité entre les deux et jusqu'aujourd'hui. En ce qui concerne le djihad, ils ont décidé de ne pas aller aux élections à un moment donné où le Hamas a décidé d'aller aux élections, c'est-à-dire avant 2006, il y a eu quelques élections municipales qui ont été remportées d'ailleurs,
Et puis après, il y a eu les élections législatives. De ce point de vue, d'ailleurs, on peut voir le pragmatisme du Hamas, qui d'un côté a refusé les accords d'Oslo, et on comprend aujourd'hui avec le recul du temps qu'ils avaient raison, et en même temps qui a accepté d'aller à des élections parlementaires dans le cadre de l'autorité palestinienne, tout simplement parce que c'est un mouvement démocratique qui souhaite qu'il y ait une chambre, une alternance du pouvoir, des ministres, et comme dans n'importe quel État démocratique. En ce qui concerne les rapports avec le FPLP, je l'ai dit, ils sont bons. Je connais très bien, par exemple, Mariam Abou Dakka, qui est la leader du FPLP à Gaza, et elle s'entend parfaitement, elle va à des réunions avec les dirigeants du Hamas, et d'ailleurs, elle revendique à la fois son mouvement, c'est une femme qui est très séduisante et très drôle en même temps. Je raconte dans le livre plusieurs épisodes qui sont marqués au coin d'un certain humour, mais en tout cas, ils l'ont prouvé en réalisant par exemple des alliances électorales dans certaines municipalités. Eh bien, le FPLP s'est désisté au profit d'un candidat Hamas. Autrement dit, dans le cas d'un mouvement d'un gouvernement d'union nationale, les deux mouvements sont parfaitement capables de travailler ensemble. Alors, du côté, évidemment, du Fatah, c'est un peu plus difficile parce que le Fatah est revendiqué comme propriété de l'autorité palestinienne, ce qui est totalement faux. Il y a énormément de Fatah dissidents, et en particulier à Gaza, il y a ce qu'on appelle le Good Fatah et le Bad Fatah. On voit aussi, et notamment à travers l'histoire du Cheikh Yassine, qu'il n'y a jamais eu véritablement d'antinomie entre les mouvements, et en particulier au niveau des deux têtes de l'exécutif, Yasser Arafat et le Cheikh Yassine. Je raconte dans le livre beaucoup d'épisodes où on voit qu'il y avait une véritable complicité entre les deux, un véritable respect. Et d'ailleurs, depuis les élections de 2006, il y a eu plusieurs tentatives de gouvernement d'union nationale qui à chaque fois ont été sabordées, soit par Israël en déclenchant une offensive, hein, les offensives de 2008, 2014, tout ça, ça a été des je dirais pas des guerres, parce que la guerre, elle existe depuis 75 ans, mais ça a été des offensives aiguës qui ont été déclenchées parce qu'un mouvement d'union était en train de s'installer. Et on peut penser aujourd'hui encore, alors que toutes les factions palestiniennes sont d'accord pour travailler ensemble, eh bien, il y a un très, très fort mouvement occidental pour empêcher une partie de la population de s'exprimer et d'être représentée, c'est-à-dire la partie qui s'apprêterait à voter Hamas si des élections libres et non faussées avaient lieu. Donc il y a une grande bataille aujourd'hui pour essayer de museler la moitié de l'électorat palestinien, et c'est une bataille qui ne fera que retarder la paix véritable. La paix, c'est quand tout le monde peut s'exprimer. Vous indiquez donc qu'il y a quand même des tensions entre l'autorité palestinienne et les mouvements comme le Hamas. Donc l'autorité palestinienne est plus soutenue par les Occidentaux et Israël. Comment se matérialise donc ce soutien? Et quelles sont les barrières principales selon vous à l'unité politique des Palestiniens? Ce soutien, il est évident, et c'est plus qu'un soutien. Il y a eu des déclarations au moment des offensives israéliennes, des déclarations de l'autorité palestinienne qui ont été parfaitement considérées comme inacceptables par les Palestiniens. Pour donner un exemple, parce que je connais un peu le sujet, j'ai écrit un petit livre là-dessus, l'autorité palestinienne a condamné la capture d'un soldat israélien qui était en costume militaire au poste de tir dans un tank. Le soldat Khalid a été capturé par les Palestiniens de Gaza et l'autorité palestinienne a condamné la capture de ce soldat, a demandé sa libération. Autrement dit, il y a énormément d'exemples assez misérables de la collusion de l'autorité palestinienne avec Israël. Et jusqu'aujourd'hui, on le voit dans le camp de Jenin avec l'armée, la milice, on pourrait dire, de l'autorité palestinienne qui tue des Palestiniens. Donc il y a eu toute une série de personnages importants qui ont été assassinés
des Palestiniens qui ont été assassinés par l'autorité palestinienne. Donc, il y a un passif. Je dois dire que le cheikh Yassine, qui a donné cette très longue interview historique en 1998 à Ahmed Mansour d'Al Jazeera, eh bien, le cheikh Yassine était vraiment un visionnaire parce que, bien qu'il ait été assassiné en 2004, c'est-à-dire il y a maintenant 20 ans, eh bien, il a imaginé les différentes options qui se présentaient à l'autorité palestinienne, et c'est particulièrement d'actualité. Quelles sont les sources de financement du Hamas et leurs implications sur le mouvement et ses opérations? Ça, c'est des choses que je ne connais pas, parce que moi, quand je suis là-bas, je vais opérer, après je vais voir le soir les amis pour les interroger, mais il y a évidemment toute une série de choses que je ne connais pas, et ce que je peux dire simplement, c'est que historiquement, lorsque le coup d'État, par exemple, en 2013, le coup d'État a eu lieu en Égypte et que la frontière était fermée, eh bien, ce qu'on me disait, c'est que les taxes sur les produits qui étaient importés par les tunnels eh bien, couvraient exactement le salaire des fonctionnaires de Gaza. À partir du moment où le coup d'État a eu lieu, les produits ont été bloqués, il a fallu trouver de l'argent. Et à ce moment-là, il y a des suppléments qui sont venus de différentes origines. Et ça, ce sont des choses pour lesquelles je n'ai pas d'informations. Il y a des États qui ont soutenu, bien sûr, le Qatar, l'Iran, à certaines périodes. Alors, de toute façon, là aussi, c'est une chose qui s'est passée à Marjezour, au Liban, en 1992. Ce mouvement qui, à l'occasion de ce buzz médiatique qui a eu lieu, eh bien, ils se sont retrouvés ensemble. Ils ont eu accès aux médias internationaux qui sont venus leur rendre visite. Et ils ont élaboré une politique étrangère, donc dès 1992. Et ils ont élaboré une politique étrangère en direction d'un certain nombre de pays, et en particulier en direction de la Chine, en direction de la Russie, en direction de l'Afrique du Sud. Donc vous voyez qu'avec beaucoup d'éclectisme, eh bien, ils ont imaginé qu'ils pouvaient recevoir un appui de ces différents pays, et ils ont obtenu un appui politique considérable 30 ans plus tard, après le 7 octobre, en ce sens que la Russie et la Chine ont bloqué une résolution au Conseil de sécurité qui aurait été une catastrophe pour le mouvement, qui aurait abouti à son classement officiel sur la liste de l'ONU des organisations terroristes, et surtout l'Afrique du Sud, qui par son passé, l'apartheid, la libération, eh bien l'Afrique du Sud, qui a enclenché cette procédure juridique au niveau de la Cour internationale de justice, qui a abouti finalement à la conclusion de la plausibilité d'un génocide. Donc ça, c'est des appuis étrangers. En ce qui concerne les financements, ça, il est clair qu'il y a des sources de financement qui ne sont pas seulement des sources qui approvisionnent le mouvement. Tout le monde va s'approvisionner dans les pays du Golfe, y compris les pays occidentaux, c'est du quotidien. Mais ça, ce n'est pas mon domaine. Comment le Hamas a-t-il été financé à ses débuts? Vous parlez notamment dans le livre de la Zakat. Que penser des allégations selon lesquelles Israël l'aurait soutenu? Alors là encore, ça fait partie des poncifs, excusez-moi de vous le dire, mais qu'il faut en parler, puis vous avez raison, puisque c'est encore évoqué aujourd'hui. Alors, une fois de plus, d'abord, ça relève d'un sentiment suprémacisme, c'est-à-dire que tout ce qui se passe à Gaza, eh bien, serait lié à la volonté, à la force, à la puissance des Israéliens, à l'intelligence de ces services de renseignement, etc. Bon, la réalité, c'est quoi? C'est que un mouvement de libération basé sur des références musulmanes s'est développé à partir des années 70, disons, hein, après la mort de Nasser. Il est apparu visiblement. Bon, dans ces années-là, la bande de Gaza était occupée par Israël, mais elle n'était pas occupée comme la Cisjordanie, où il y a les supplétifs d'Israël, l'autorité palestinienne, qui sont chargés des bases besognes. Ils étaient occupés comme tout pays doit être géré dans les règles
juridique de l'occupation, parce que même la guerre, il y a un droit de la guerre, ça existe, c'est-à-dire que c'est Israël qui s'occupait de la gestion des hôpitaux, qui s'occupait de la gestion de l'enseignement primaire, puisqu'il n'y avait pas d'université à l'époque, qui s'occupait de tout. Imaginez les Américains qui voudraient ouvrir je sais pas, une consultation humanitaire boulevard Saint-Michel à Paris. Imaginez que ce soit possible sans avoir l'autorisation, l'aval du ministère de la Santé, de la ville de Paris, etc., etc. Il faut respecter les gens là où ils sont, ça existe, vous voyez. Et les Palestiniens sont des gens extrêmement éduqués et très bien organisés. Autrement dit, il était inimaginable d'ouvrir une association, c'était même impossible, en 1973, sans avoir l'autorisation israélienne. Mais quand on dit que les Israéliens l'ont favorisé, c'est pas vrai. Il faut lire mon bouquin, ça a été toute une affaire. Ils ont eu énormément d'ennuis, énormément de contrôles, un harcèlement. Lorsqu'on a ouvert une consultation médicale, ils sont venus pour mettre des scellés, ils l'ont fermé. Ils ont mis en prison un certain nombre de médecins. Donc ça a été une lutte, mais je dirais qu'à cette époque, c'est difficile à dire, mais il y avait du côté israélien une certaine retenue quand même. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de garder un vernis démocratique avec des règlements. Alors bien évidemment, ils en usaient et abusaient, mais il y avait, par exemple, les gens qui étaient incarcérés, il y avait des tribunaux. Alors évidemment, incarcérer un résistant et le présenter devant un tribunal, c'est tout à fait... Les combattants sont des soldats, et donc il est illégal de les amener devant les tribunaux, il est illégal de les juger. Ce sont des prisonniers de guerre. Bon, mais si on met ça de côté, il y avait quand même des tribunaux, il y avait quand même des procureurs, il y avait quand même des actes d'accusation et des jugements. Voilà. Donc il y avait cette espèce de vernis, si vous voulez. Le vernis de la gauche sioniste. Voilà, c'est ça. Et donc ça a été toute une bataille, mais dire qu'Israël a créé le Hamas, c'est à peu près aussi intelligent de dire que la France a créé le FLN en Algérie. Ce qui a créé le FLN en Algérie, c'est évidemment l'occupation. C'est pas plus compliqué que ça. Donc le Hamas, de toute façon, devait apparaître. Au début, il collectait la zakat. Comment ça se déroulait? Oui, alors ça je n'ai pas d'informations précises là-dessus, mais si, j'ai quelques éléments d'ailleurs qui m'ont été donnés par le centre de documentation du Hamas à Gaza et son responsable, qui est Abou Zaïdé, Hatem Abou Zaïdé. Oui, évidemment, c'est une grande tradition qui, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, chez les adeptes de l'islam, eh bien, c'est l'aumône aux pauvres, et en particulier dans certaines périodes de l'année. Donc ça existe, et qui pourrait s'élever contre cette habitude, eh bien, donner une partie de ses revenus pour ceux qui n'en ont pas. Ça fait partie des valeurs de l'humanité, me semble-t-il. Il me semble que c'est 2,5% du revenu des gens qui en ont les moyens. Moi, j'ai connu une époque dans un parti que j'ai fréquenté il y a très longtemps, je dis bien, le Parti socialiste, où on reversait une partie de son salaire au parti. C'était quelque chose d'acquis et de normal. Abordons à présent le fondateur du mouvement, Ahmed Yassine. Qui était-il? Quel a été son parcours familial, scolaire, politique, religieux et social? Alors, le fondateur, je dois dire que j'ai mis du temps à me rendre compte de son importance, parce que on avait cette image qui n'est pas une image, qui est une réalité. C'était pas Gandhi qui se met dans un voile blanc pour se faire prendre en photo avec une chèvre ou en train de filer la laine. C'est un véritable handicapé qui est dans un fauteuil roulant, et c'est vrai qu'il frappe. Et d'ailleurs, tous les témoins que j'ai interrogés qui avaient 12 ans, 14 ans, 16 ans, lorsqu'ils ont découvert le Cheikh Yassine et son discours, ils ont été frappés par son état de faiblesse, qui était un vrai véritable état de faiblesse. Donc c'était quelqu'un qui a d'emblée séduit les populations par son discours de résistance, alors que lui-même était dans une faiblesse incroyable. Et son parcours, c'est un parcours
je dirais que tous les Palestiniens ont un parcours exceptionnel, malheureusement, le plus souvent dans la souffrance et dans la douleur, mais c'est quelqu'un qui est sorti d'un milieu très modeste. Bon, beaucoup de Palestiniens sont nés de parents analphabètes. Et maintenant, il y en a qui sont professeurs d'université, donc ça va très très vite quand on permet à l'éducation d'être diffusée réellement, gratuite à tout le monde, aux hommes, aux femmes et à tout le monde. Mais origine extrêmement modeste, famille nombreuse, le père est mort très précocement, donc ce sont les fils aînés qui ont repris un petit peu la famille, avec des petits boulots, un travail de pêcheur, arrive la Nakba et tout le monde s'en va pour chasser, et rentre à Gaza. Donc c'est une misère effroyable, c'est une véritable misère. Il va étudier en Égypte? Alors il va étudier, mais entre la Nakba et surtout son accident dramatique à l'âge de 16 ans, et je raconte dans le livre d'ailleurs les circonstances de cet accident, qui ne sont pas celles que l'on connaît, et qui sont une véritable leçon de vie. Je les raconte, mais disons qu'entre son accident et la Nakba, il a perdu un temps considérable. Et donc, il s'est retrouvé à entrer dans les études secondaires à un âge où certains passent leur baccalauréat. Voilà. Vous pouvez rappeler rapidement oui. Son accident, comment ça s'est passé? Alors, son accident, il y a ce qu'on raconte, et puis il y a le récit, moi, qui m'a été fait par son aidant le plus proche, qui est Nassim, je crois. Ce qu'on raconte, c'est que, et ce qu'il a raconté, c'est ça le point important, c'est que il faisait de la lutte de manière tout à fait pacifique sur la plage, il faisait du sport, il tombe et il se fait une fracture au niveau du cou et il se retrouve paralysé en 1952. Et il se retrouve paralysé et paralysie incomplète qui se complète progressivement et il est ultra rapidement incapable de manger, boire, s'alimenter, se laver, chasser une mouche sur son nez, etc. Donc nécessité d'avoir des aidants pratiquement 24 heures sur 24. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte et qu'il a raconté, qu'il a tenu pendant très longtemps. Et à la fin de sa vie, il y a une scène qui m'a été racontée par la personne qui était présente à ce moment-là. Il y avait Abdelaziz Rantisi qui était autour du lit et qui tournait, qui était très énervé parce qu'il y avait eu des attaques de la part de militants du Fatah, il y avait eu des blessés. Donc ils en étaient aux affrontements physiques. Et Abdelaziz disait au Cheikh Yassine, il faut réagir, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Et après avoir réfléchi, le Cheikh Yassine lui a raconté ce qu'il considère comme la véritable histoire de son propre accident. Et il a dit, tu sais, moi, le jour où j'ai eu mon accident, voilà comment ça s'est passé. En fait, j'ai été poussé par un camarade qui faisait de la lutte, c'est pas en faisant un faux mouvement comme on l'a raconté, j'ai été poussé en arrière, c'est lui qui m'a poussé, je suis tombé sur une pierre et j'ai eu cette fracture et je suis resté paralysé. Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, on dira que c'est un faux mouvement, que tu n'y es pour rien, parce que si jamais tu es mis en cause, et ça on le comprend quand on connaît un petit peu la tradition juridique dans les pays musulmans, si tu es mis en cause, nos familles vont s'entre-déchirer pendant une génération, et je ne le souhaite pas, disait le Cheikh Yassine. Donc on a dit que c'était un faux mouvement, voilà. Moi, en tant que chirurgien des paralysies, je sais très bien qu'il n'y a aucun faux mouvement qui peut entraîner une tétraplégie. C'est impossible. Il faut un traumatisme extrêmement violent. On a raconté qu'il faisait le poirier pendant un certain temps sur la plage et qu'on jouait à celui qui allait rester sur la tête le plus longtemps possible. C'est tout à fait absurde, voilà. Donc la véritable histoire, c'est celle qu'a racontée le Cheikh Yassine. Et pourquoi est-ce qu'il racontait ça à Abdelaziz? Il le racontait parce qu'il disait le Fatah, le Hamas, les autres mouvements, nous sommes tous des frères et il ne faut pas envenimer les choses dans la famille, vous voyez? Et donc il a pris cette espèce, son histoire personnelle, un peu comme une allégorie, pour lui dire restons calmes, calmons les choses
finalement, c'est tout ensemble qu'il faut lutter. D'ailleurs, il réitérera ce genre de méthode, toujours en soutenant donc, Yasser Arafat. Il a toujours montré publiquement que le peuple palestinien restait uni en toutes circonstances. Abordons maintenant les questions donc plutôt militaires. À quel moment le mouvement du Cheikh Yassine a-t-il commencé à s'armer et quelles ont été ses premières actions? Alors, ça, j'ai recueilli des rapports extrêmement précis de la part de ceux qui ont créé, avec le Cheikh Yassine, qui ont décidé de passer à la résistance armée. La décision, elle a été prise, c'est pas une décision idéologique. Ce n'est pas, comme certains chercheurs le prétendent, une espèce de tournant à 90 degrés d'un mouvement qui s'est resté piétiste et puis qui aurait complètement changé d'avis. C'est pas du tout ça. Et le Cheikh Yassine le raconte bien. Il considérait dans les années 70 que de toute façon la puissance militaire israélienne faisait qu'aucune résistance armée ne pourrait à ce stade être efficace pour la libération du territoire de la Palestine. Et d'ailleurs, il faut bien reconnaître qu'il n'a pas eu de difficulté à convaincre son entourage quand on a vu l'épisode de Septembre Noir 1970 avec toutes les factions du Fatah qui ont été repoussées par le roi Hussein, éjectées au Liban, lorsque le Liban, 1982, les forces palestiniennes ont été obligées de quitter le Liban. Yassine critiquait notamment la manière dont les combattants palestiniens, malgré leur courage, leur qualité, critiquaient la manière dont ils se comportaient en Jordanie. Et ils se disaient, ça va finir par mal se passer. Les petits combattants de 18 ans avec leur Kalachnikov, quand ils se permettent, ils racontent l'histoire, quand ils se permettent d'arrêter une voiture avec des dignitaires de l'armée ou de la police jordanienne et de fouiller la voiture, par exemple, on ne se comporte pas comme ça va mal se terminer. Donc, ce n'était pas le refus de la résistance armée, c'était de dire, il faut former les générations. Il faut commencer par éduquer les jeunes, il faut leur rappeler qu'ils ont des valeurs, une histoire, une philosophie, une religion, et à partir de là, quand les têtes auront été formées, on pourra envisager la suite et passer à d'autres étapes. Et en particulier, il disait, ma cible, entre guillemets, c'est pas les personnes âgées. Moi, je veux les jeunes. Et ça ne désemplissait pas chez lui. Il a séduit les jeunes, il circulait pour aller s'exprimer à gauche ou à droite. Et c'est ces jeunes de l'époque dont j'ai recueilli les témoignages pour écrire ce livre. Donc, pour poursuivre ma question, donc, à partir de quelle période donc, le mouvement quelles ont été ses premières actions? Voilà, les premières actions, c'était de dire nous voulons retrouver les valeurs de notre société, nos valeurs historiques, et donc nous allons lutter contre ce qui tend à pervertir notre société. Et donc, à l'occasion, après 67, Gaza faisait partie, était contrôlé par les Israéliens, donc il y avait une circulation totalement libre entre la bande de Gaza, la Cisjordanie et les territoires de 48. Donc, ils ont vu arriver finalement, c'est un peu cette déferlante occidentale qui ne leur a pas plu, en disant nous on n'est pas, ce ne sont pas nos valeurs, et ils ont, avec cette déferlante, le chantage et les espions. Voilà, il fallait que les services de renseignement israéliens, s'alimentent en informations au sujet des personnes. Et donc, ils ont lutté contre l'espionnage. Donc, les premières actions de type armé ont été effectuées en direction des espions, avec deux responsables. Donc, je raconte leur histoire dans le livre, l'un d'entre eux étant Yahya Sinwar, que je n'ai pas rencontré, mais par contre, Raoui Mouchtak, qui était son alter ego. La bande de Gaza était divisée en deux, sous leurs deux responsabilités, m'a raconté tout ce récit. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que Yahya Sinwar, lorsqu'il a été arrêté et condamné par les tribunaux militaires israéliens en 1988, a été condamné à 4 prisons à perpétuité par les tribunaux militaires israéliens. C'était la règle pour ces tribunaux, c'était à partir du moment où il y a eu quelqu'un qui a été tué, une victime,
et que c'est attribué à telle personne, vous êtes condamné à la perpétuité. 4 personnes, 4 perpétuités. Et il est important de noter, et ça a été reconnu par beaucoup, y compris du côté israélien, que Yahya Sinwar n'a jamais tué un juif, par exemple. Vous voyez, il n'a jamais tué un juif. Il y a 4 Palestiniens convaincus de collaboration qui ont été exécutés. Voilà. Donc c'est un mouvement de résistance qui s'est attaqué, comme la résistance française, eh bien, tout d'abord aux collaborateurs. Ça a été le début de la résistance armée, avec énormément de difficultés puisqu'ils n'avaient aucune arme, et donc il y a eu beaucoup disons qu'ils ont énormément appris de leurs erreurs et de leurs échecs, et ça aboutit à des emprisonnements massifs qui en ont mis un coup très sérieux au mouvement et pendant des années. Oui, donc dans les années 80, ils créent donc cette fameuse brigade 101. Ils vont donc s'en prendre au départ aux espions palestiniens à l'intérieur de la bande de Gaza. Et en 87 éclate l'intifada. Le Hamas est fondé publiquement le 10 décembre de cette année. Pourquoi décide-t-il de passer à l'action contre les forces militaires israéliennes et sous quel format? Pourquoi d'abord, comment ça s'est passé? Ça s'est passé d'une manière très démocratique, en ce sens que le Cheikh Yassine était tout sauf un chef autoritaire. C'était quelqu'un qui écoutait en permanence. Il n'avait pas la possibilité d'écrire, de feuilleter un bouquin, et donc il écoutait. Et puis après, il donnait des orientations. Et lorsqu'il y avait des choix discutés de manière un petit peu aiguë, eh bien, on votait. Et j'ai eu le récit de cette fameuse réunion du 10 décembre, où ils étaient 7, si je me souviens bien. Et donc, il y a eu 4 personnes qui ont dit « il faut que nous passions à la résistance armée, l'intifada vient d'éclater, c'est le moment, le peuple est en marche, et il faut lui donner une direction, une orientation, sinon tout ça va s'arrêter très vite ». Ils étaient 4 d'un côté, 3 de l'autre, il y a eu des arguments qui ont été échangés, et la décision de passer à l'action armée a été prise, et un premier communiqué a été diffusé dans la bande de Gaza. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont senti que le moment historique était venu. Le moment historique était venu, la population était prête, et voilà, ça couvait depuis longtemps. Ils avaient une réflexion déjà depuis pas mal d'années. Ils ont considéré que c'était le moment important. Leurs premières actions, ça consistera notamment à capturer des soldats israéliens, c'est bien ça? Alors, disons que les premières actions qui ont eu des conséquences, c'est effectivement, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, la circulation était possible dans tout le territoire de Cisjordanie, de 48 et de Gaza. Et donc, à partir du moment où il y a eu des emprisonnements massifs, eh bien, la seule façon de permettre des échanges, et c'est vrai jusqu'aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, pour les prisonniers de longue peine, eh bien, la seule façon, c'est qu'il y ait des échanges de prisonniers. Donc, il faut capturer des prisonniers, et c'est ce qu'ils ont commencé effectivement à faire à cette époque. Donc, en 87, l'intifada éclate. Pendant des décennies, donc, le mouvement, mobilise ses troupes, éduque des étudiants. On n'a pas parlé donc au début de cet entretien, je m'en excuse, mais on va en parler maintenant, donc de cette fameuse université islamique qui a formé plusieurs étudiants. Quel rôle cette dernière a-t-elle joué, notamment en termes d'impact et de nombre d'étudiants? Alors ça, c'est effectivement un épisode extrêmement important. Il faut se souvenir qu'il n'y avait pas d'université à Gaza du temps jusqu'à la fin de l'occupation israélienne. Et donc, le Cheikh Yassine a considéré que dans ce cadre, justement, de la formation de fond d'une génération, il fallait évidemment se créer des universités, s'occuper des étudiants. Avant 1967, eh bien, les étudiants avaient des études gratuites en Égypte. Et donc, les universitaires, les étudiants de haut niveau, avaient tous été formés en Égypte. Et c'est l'une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles Nasser est resté longtemps très populaire dans la bande de Gaza. Ceux qui ont étudié en Égypte s'en souviennent encore, et j'en ai rencontré un certain nombre. Donc l'idée était de se former localement, et donc dès que ce projet est apparu, en même temps,
est apparue une concurrence avec le Fatah, qui était l'OLP, qui était réfugié à Tunis. Voilà. Alors, bien entendu, il y a un discours récupérateur, chacun accuse l'autre d'avoir récupéré le mouvement. Bon, on peut penser quand même que la direction depuis Tunis d'émeutes dans les rues de Gaza n'était pas particulièrement vraisemblable, que le soi-disant commandement unifié de l'Intifada a eu un rôle, on dirait, très faible. En tout cas, la réalité, c'est que la population était là et que c'est elle qui a mis en route l'Intifada. Une fois que l'Intifada a été déclenchée, plutôt a commencé, eh bien, se posait la question, comme tous les mouvements de masse, de les organiser pour que ça tienne, pour que ça dure, pour qu'il y ait une adaptation et que ça ne s'essouffle pas. Et donc, ce récit est dans le livre. Et à ce moment-là, il y a eu une concurrence. Alors là, on parle de 1987, mais l'université islamique avait été créée avant. Il y avait historiquement une antenne de l'université Al-Azhar du Caire à Gaza, qui était une espèce d'année préparatoire, si vous voulez, en gros. Hein. C'est pas les mêmes systèmes que chez nous, mais en tout cas, c'est à peu près ça. Et donc, le Cheikh Yassine a souhaité développer cette antenne pour en faire une véritable université, qui au départ était pratiquement une université de papier. Les anciens étudiants, en particulier Bassem Naïm par exemple, m'avaient dit il y avait des baraquements, quelques tôles, on avait très peu de professeurs, on a dû faire venir des professeurs de l'étranger, et tout de suite il y a eu une concurrence avec le Fatah. Bon, il y a eu pas mal de frictions, hein, même plus que des frictions. Ils étudiaient toutes les matières dans cette université? Ils ont commencé par un certain nombre de filières, et puis ils ont élargi les filières jusqu'à créer une école de médecine, mais ça c'est en 2001, vous voyez, donc ça a pris du temps. Mais en tout cas, il y a un point qui est important, et jusqu'à aujourd'hui, c'est que il y a toujours eu une volonté légaliste dans les activités, y compris universitaires, et notamment dans les élections universitaires. Les élections universitaires, c'est quelque chose de très important, et jusqu'à aujourd'hui, dans un pays, par exemple, où il n'y a pas d'élection depuis 18 ans en Palestine, eh bien, quand il y a des élections universitaires à l'université de Birzeit, par exemple, on considère que c'est extrêmement important parce que finalement, c'est le seul sondage en temps réel qu'on peut obtenir. Et on a vu un certain nombre d'universités qui étaient classiquement Fatah passer Hamas en Cisjordanie au cours des dernières décennies. Là, je reviens à ces années-là, des élections universitaires en 1985, alors que la lutte était chaude entre les étudiants des différentes factions. Et là, c'est le Hamas qui gagne avec comme tête de liste Yahya Sinwar. Donc Yahya Sinwar fait quelqu'un qui a fait des études de littérature arabe de haut niveau et qui en même temps était un leader étudiant et qui a remporté à la loyale des élections universitaires en 1985. Donc il y a déjà un noyau de personnes qui sont très importantes par la suite, et pratiquement tous les leaders qui ont suivi sont passés par l'université islamique. Donc à présent, on a un peu abordé plus ou moins les origines du mouvement Hamas. Puis par la suite, dans les années 90, donc, il y aura des actions militaires pour désamorcer le processus d'Oslo. Dans les années 2000, donc, ils vont prendre le pouvoir en 2006, notamment dans la bande de Gaza, via des élections reconnues internationalement comme fiables. Maintenant, il y a beaucoup de critiques qui sont adressées envers le Hamas dans ses actions. Comment le Hamas donc répond-il aux accusations de crimes de guerre qui lui sont généralement adressées? Alors ça, il répond de façon très simple en disant « appliquons le droit international ». Appliquons le droit international. Et Yahya Sinwar, d'ailleurs, dans une interview assez ancienne, l'avait mentionné. C'est-à-dire que dans les actions armées, que ce soit un mouvement de libération nationale ou pas, des crimes de guerre peuvent être constitués. Et à ce moment-là, eh bien, les seules habilités à juger de ces crimes de guerre, ce sont les plus hautes institutions internationales,
chargée des crimes de guerre, c'est-à-dire la Cour pénale internationale, c'est-à-dire la Cour internationale de justice. Et depuis toujours, le Hamas réclame l'application du droit international. Alors, il ne faut pas oublier que la Cour pénale internationale n'est entrée effectivement en action qu'en 2002, voyez, mais ça n'empêche que le droit international était constitué bien avant. Et dans le statut de la Cour pénale internationale de 2002, statut auquel s'est référé régulièrement le Hamas, il ne faut pas oublier que le Hamas a été l'origine dès 2009 des premières plaintes déposées à la Cour pénale internationale. C'est le Hamas, c'est pas le Fatah, c'est pas l'État de Palestine. La Palestine d'ailleurs à l'époque n'avait pas adhéré au statut de la Cour pénale internationale. Ça n'a pas empêché le Hamas de porter plainte au niveau de la Cour pénale internationale. Et en tout cas de favoriser ces plaintes, et même à partir de 2014, de créer une unité purement palestinienne de recueil de preuves, de façon à pouvoir apporter à la Cour pénale internationale des éléments juridiques tangibles suffisamment solides pour permettre l'ouverture d'une enquête approfondie. C'est grâce au Hamas et aux dossiers qui ont été envoyés, plus de 3000 dossiers par exemple concernant les marges du retour, eh bien que Fatou Bensouda a décidé, après 5 ans d'enquête préliminaire, d'ouvrir une enquête approfondie, c'est-à-dire d'ouvrir la porte, finalement, à des mandats d'arrêt qui ont été émis par son successeur Karim Khan. Donc cet ancrage dans le droit international n'est pas du tout mis en valeur, malheureusement, dans les pays occidentaux. Et lorsque Fatou Bensouda a décidé d'ouvrir une enquête approfondie, elle devait juridiquement dire « Nous allons ouvrir une enquête sur tous les crimes de guerre commis par toutes les parties », parce que lorsqu'il y a un conflit, la règle à la Cour pénale internationale, c'est toutes les parties, pas simplement une partie ou l'autre. Et elle a cité nommément Israël, les groupes armés palestiniens, elle n'a pas cité le Hamas, les groupes armés palestiniens et l'autorité palestinienne. Les trois ont été signalés, pas à égalité évidemment, mais en tout cas, c'est un travail de juriste et tout le monde doit. Et le Hamas est parfaitement conscient que les crimes de guerre éventuels commis par le Hamas, eh bien, doivent faire l'objet de poursuites, d'analyses et éventuellement de jugements. Et Yahya Sinwar le dit parfaitement dans une interview assez ancienne qui remonte à des années. La Cour pénale devra travailler à tout ce pourquoi elle doit travailler. Et il disait également dans cette interview, et un certain nombre de responsables israéliens qui aujourd'hui nous bombardent, nous tuent, nous renversent comme des quilles et qui rient, ne s'imaginent peut-être pas qu'ils pourraient se retrouver devant la Cour pénale internationale dans 20 ou 25 ans. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Pourquoi le Hamas est-il considéré comme un mouvement terroriste en Occident, tandis qu'il est perçu comme un mouvement de résistance dans d'autres régions? Qu'est-ce qui lui est concrètement reproché? Alors, c'est le mot concret qui est important dans votre question, c'est le mot réalité. Le mot terrorisme n'existe nulle part dans le statut de Rome, ni même dans son livret d'application. Il y a 2 textes différents. Au total, ça doit faire à peu près 300 ou 400 pages. Si vous tapez le mot terroriste et vous le cherchez, vous ne le trouvez pas, tout simplement parce que c'est une qualification qui est trop floue pour le plan juridique. Il n'y a que des pays qui sont en mal de démocratie qui finalement manipulent dans les milieux juridiques le mot de terrorisme. Le terrorisme n'existe pas en droit pur, en droit comme science exacte. Alors, ce mot n'existe pas. Par contre, il est de la prérogative des États de classer, de la même manière que c'est reconnu comme une espèce de coutume. Tout État peut expulser une personne qui arrive sur son territoire, l'expulser sans jugement. Voilà. On peut discuter de la valeur éthique de cette disposition, mais en tout cas, ça fait partie des prérogatives. Donc, il se trouve qu'il y a des États qui ont des listes d'organisations terroristes, qui considèrent comme terroristes. Donc, c'est une décision politique, c'est un acte politique. Et ce sont des critères politiques. Nous considérons terroristes ceux qui font ceci ou cela. Ça fait partie des prérogatives des États.
Mais en termes juridiques, ça ne, je dirais, passez-moi l'expression, ça ne pèse pas une cacahuète. Alors, les conséquences pratiques, c'est que lorsqu'un État décide de mettre sur la liste une personne ou une organisation sur une liste terroriste, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de contraintes qui ont été exercées contre cet État, des sanctions contre cette organisation, des sanctions bancaires, arrestations, etc. Et contre les personnes, pareil. C'est aussi, et on a tort de ne pas le mentionner, c'est aussi une balle que l'État en question se tire dans le pied, car à partir du moment où un État a classé une organisation terroriste, ça veut dire que personne n'a le droit d'avoir de contact avec eux, ou en tout cas d'en faire état. Aucune diplomatie n'a pu lieu avec eux. Imaginez par exemple qu'au lendemain du 7 octobre, je me souviens d'avoir écouté sur France Culture un débat, entre guillemets, où en principe on avait dû inviter des gens de différentes orientations, et où la seule personne qui a parlé du mouvement Hamas était un diplomate, par ailleurs très bien, qui s'appelle Yves Aubin de la Messusière, diplomate retraité, et il est venu en octobre 2023 parler du Hamas parce qu'il avait eu la possibilité, tenez-vous bien, en 2008, de parler à des dirigeants du Hamas. Et il a raconté pendant toute cette émission la difficulté qu'il avait eue pour obtenir l'autorisation de sa hiérarchie pour aller parler simplement aux dirigeants du Hamas. Et ça remontait à 2008, vous voyez. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une diplomatie qui se met des règles de non-contact avec des pans entiers de la population, eh bien, c'est une diplomatie qui n'existe plus. Il n'y a plus aucun contact. Ils ne savent rien. Ils n'ont aucune anticipation possible. Et donc, c'est un handicap pour l'État lui-même qui classe une organisation sur la liste de ces organisations terroristes, tout simplement parce qu'il se paralyse lui-même. Il paralyse sa propre diplomatie. Voyez. Ce qui lui a été reproché notamment, c'est que dans les années 90, ils ont fait usage des attentats, donc sur les territoires israéliens. Et comment le Hamas donc justifie ses actions, et par la suite, il me semble qu'il a renié, enfin, il a changé de mode d'action. Alors là, il y a plusieurs choses. D'abord, je voudrais juste ajouter, pour finir sur cette notion de listing, que la seule fois où les avocats du Hamas se sont plaints à la Cour européenne de justice du classement du mouvement sur la liste européenne, la seule fois où ils sont arrivés jusqu'à un tribunal, ils ont été sortis de la liste par le tribunal. Car le tribunal a considéré qu'on n'avait apporté aucun élément au tribunal de la Cour de justice de l'Union européenne en faveur d'un classement sur une liste terroriste. Les éléments de preuve qui ont été apportés ont été jugés insuffisants. C'était des coupures de presse, des articles de journaux, voire même des rapports de l'armée israélienne. Moyennant quoi, étant donné que ce listing politique est renouvelé tous les 6 mois, le Hamas a été remis immédiatement sur la liste des organisations terroristes. Donc il y a une espèce de jeu de chat et la souris qui fait que de toute façon, en jouant la carte juridique, on sera toujours en retard d'un temps. Donc il y a une réelle malhonnêteté juridique à rétablir à chaque fois les choses. Vous voyez, bon. Donc c'est quelque chose de très relatif. Par ailleurs, et le tribunal l'avait remarqué, le Hamas n'a jamais commis d'action armée en dehors du territoire de la Palestine. Souvenons-nous des détournements d'avions, des assassinats par Israël de personnalités palestiniennes, y compris sur le territoire de l'Hexagone, Mahmoud al-Sharif et un certain nombre d'autres, ont commis des attentats terroristes sur le territoire national français, en Europe, vous voyez. Jamais le Hamas n'a commis d'actes armés en dehors du territoire de la Palestine, de l'État palestinien. Il n'a jamais été inquiété, jamais été condamné par un tribunal européen. Donc on voyait mal un tribunal européen dire oui, c'est une organisation terroriste et nous voilà. Donc il y a une bataille juridique à mener là, et je dirais que c'est peut-être l'une des 2 grandes fautes qui ont été commises par le mouvement depuis 30 ans, c'est de ne pas avoir mesuré l'importance
de ce classement et de ne pas avoir lutté juridiquement plus efficacement et de manière plus agressive sur le plan juridique. Car jusqu'aujourd'hui, c'est un handicap terrible. Historiquement, ils ont renoncé, et c'est évidemment une très très bonne chose à tout point de vue, du point de vue éthique, du point de vue image, à tout point de vue. Ils ont renoncé aux attentats suicides avant justement de concourir aux élections, donc en 2004, avant les élections de 2006. Donc ils ont supprimé définitivement ce genre d'action, mais le Hamas ne conteste pas avoir commis des crimes de guerre, en particulier le 7 octobre, et il n'y a absolument aucune contestation. Mais ce qu'ils disent, c'est évidemment que seul un tribunal indépendant, et en particulier la Cour pénale internationale, eh bien, sera à même, après une enquête approfondie, de savoir qui a tué qui le 7 octobre, dans quelles circonstances. Donc tout ça est l'histoire est complètement ouverte. Mais le Hamas ne conteste évidemment pas ce genre d'action. Il conteste un certain nombre d'allégations qui ont été démenties très rapidement, d'ailleurs par la suite par les faits, les allégations d'enfants décapités, etc., les viols pour lesquels il n'y a eu aucun prélèvement qui a été fait sur les femmes soi-disant violées. Enfin, il y a tout un récit, un contre-récit. De toute façon, le Hamas est parfaitement conscient qu'il aura à rendre des comptes, mais il faut savoir aussi que tout mouvement armé aura à rendre des comptes, quel que soit son bord, mais il y a un article, qui est l'article 31, si je me souviens bien, du statut de la Cour pénale internationale, qui précise bien qu'on ne juge pas à la même hauteur l'agresseur et l'agressé, l'occupant et l'occupé. Il est particulièrement bien défini que, en cas de conditions de survie, de mise en cause des conditions de la survie de toute une population, et c'est exactement la situation à laquelle nous assistons à Gaza, avec la destruction du système de santé, avec les bombardements massifs de populations civiles. Dans ces conditions-là, eh bien, il y a la possibilité d'exonération de crimes de guerre. Exonération, c'est le terme qui existe. J'en profite pour signaler en passant que notre exécutif a publié récemment un texte qui est une horreur sur le plan juridique, en dehors d'être une horreur sur le plan éthique, qui a parlé à propos des dirigeants israéliens d'une immunité. Le mot immunité ne figure nulle part dans le statut de la Cour pénale internationale. La seule immunité, entre guillemets, c'est l'exonération dont je viens de parler. Mais bien entendu, le statut de la Cour pénale internationale a été rédigé pour passer par-dessus toute immunité, évidemment. C'est même l'objectif principal. On rappellera que légalement, donc, la Palestine, les territoires palestiniens, Cisjordanie, Gaza sont occupés officiellement selon le droit international, que pendant donc les débuts de l'État d'Israël, quand la Palestine était sous occupation britannique, beaucoup de futurs présidents israéliens ont commis des attentats contre des dignitaires, notamment anglais, le comte Bernadotte, il me semble, qui s'est fait assassiner. Donc voilà, pour remettre en perspective, abordons juste le 7 octobre. Donc, quel était l'objectif officiel du 7 octobre, du point de vue du Hamas, et vous disiez qu'ils reconnaissent avoir commis des crimes de guerre, et quels sont-ils? Alors, l'objectif, en gros, il y avait trois objectifs. Le premier objectif, c'était de refaire monter à la surface la cause palestinienne. Le fait que la Palestine, tout n'était pas enterré. On est frappé dans les mois qui ont précédé le 7 octobre par un certain nombre de déclarations de diplomates spécialisés, en particulier américains, qui expliquaient que jamais la situation n'avait été aussi calme et aussi tranquille qu'avant le 7 octobre. Et donc, il y avait une espèce de volonté occidentale d'accoutumer un peu l'opinion internationale au fait que finalement, tout allait rester en l'état. Donc ça, c'était un premier objectif, c'était de montrer qu'on existe. Le deuxième objectif, comme toujours, la question des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes est une question qui concerne toutes les familles palestiniennes. Toutes les familles palestiniennes ont un enfant, un père, une mère, que sais-je, qui est dans une prison dont on ne sait pas quand il sortira. Donc c'est une véritable obsession, mais non pas dans le sens psychiatrique du terme,
Les gens sont impactés quotidiennement par les questions des prisonniers. Donc la seule façon, depuis des dizaines d'années, d'obtenir des libérations, c'est de faire des prisonniers du côté israélien et de les échanger. Donc tout cela n'est pas nouveau, mais c'était le deuxième objectif. Le troisième objectif, eh bien, c'était de montrer que cet État palestinien embryonnaire, cette bande de Gaza, qui était ridiculisée, qui n'était pas estimée, voilà, eh bien, qu'elle était capable de s'attaquer à une puissance militaire qui est, avec l'appui des Américains, l'une des puissances militaires les plus puissantes du monde. Et c'est-à-dire c'était de montrer qu'ils étaient capables de faire payer le prix, d'une certaine façon, à un certain niveau, le prix de l'occupation. Je me souviens d'une phrase qui avait été faite il y a très longtemps par Eyad Serraj, qui était un grand psychiatre palestinien de la bande de Gaza, et qui était du FPLP, qui avait contribué aux discussions de Madrid, etc. Donc à cette époque, c'était un ami d'Haïdar Abdel Shafi, autre grand personnage, et dans une discussion avec les Israéliens, et il lui disait, ce que nous avons à l'époque réussi à faire, c'est vous montrer que nous souffrions, mais vous montrer aussi que vous étiez capable de souffrir de notre résistance. Voyez, c'était un petit peu ça l'idée avant le 7 octobre. Et donc cette formidable arrogance israélienne en a pris un coup, non seulement parce que les services de renseignement n'ont pas été capables d'imaginer que ça allait se passer, mais en plus que l'action militaire, la résistance armée, a tenu maintenant plus d'une année, et que finalement, c'est d'une certaine façon, ces acquis sur le plan militaire, malgré l'énorme souffrance de la population palestinienne, eh bien, c'est là-dessus que va être basé l'avenir, c'est-à-dire qu'une espèce d'enclenchement du futur qui est irréversible d'une certaine façon. Donc c'était ça les trois objectifs. Donc lors des opérations militaires du 7 octobre 2023, des consignes ont-elles été données pour tuer les personnes refusant d'être capturées comme prisonniers? Alors à cette question, je crois que la réponse est strictement juridique, c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans l'idée, dans l'ambiance d'un tribunal indépendant qui aura pu être informé et qui va se poser cette question, pour pouvoir en particulier incriminer Ismaël Haniyeh, qui était à l'époque le plus haut responsable politique et donc militaire, parce que je rappelle que les militaires sont aux ordres du politique. Il y a une déconnexion qui est liée au secret, c'est-à-dire que le principe, et ça existe depuis toujours en ce qui concerne le Hamas, c'est que lorsqu'une décision d'une action militaire est prise, elle est donnée sur ordre politico-militaire, et à partir de ce moment-là, il y a un blackout complet entre les deux, les connexions sont interrompues, et les militaires décident du jour, de l'heure, des moyens, etc. Ils ont carte blanche, mais l'ordre vient avant, voilà. Donc, imaginons Ismaël Haniyeh devant la Cour pénale internationale, on lui posera à ce moment-là cette question, et il faudra, il aurait fallu pour le condamner, prouver que des ordres explicites aient été donnés en ce sens, écrits, oraux, des témoignages, massacrer le maximum de population, etc. Et il y a évidemment, on est pratiquement certain qu'aucun de ces ordres de massacre n'ait pu être donné. Et de toute façon, pour condamner Ismaël Haniyeh, il aurait fallu apporter la preuve que ces ordres avaient été donnés. Vous voyez, ça c'est la charge de la preuve. Vous voyez, c'est pas l'intime conviction, c'est la charge de la preuve. Donc, il est pratiquement certain qu'aucun ordre n'a été donné. D'une part, pour les raisons de stratégie, et surtout, quel aurait été l'intérêt? C'était exactement le contraire. L'intérêt des Palestiniens, et jusqu'aujourd'hui, c'est de conserver dans le meilleur état possible leurs prisonniers.
On l'a vu à l'occasion du seul échange de prisonniers qui a eu lieu il y a un an. Eh bien, ils ont tenu à leurs prisonniers comme à la prunelle de leurs yeux, puisque ils n'avaient évidemment aucun intérêt à faire un massacre. Et pour ça qu'il faut s'insurger complètement contre le terme de pogrom. C'est véritablement honteux, et notamment pour la mémoire juive, de parler de pogrom de la part des Palestiniens. L'objectif, c'était de faire un maximum de prisonniers, c'était de montrer qu'ils étaient capables de briser le siège, et donc une enquête approfondie pour savoir qui a tué qui le 7 octobre s'avère extrêmement important, tant on connaît la doctrine Hannibal qui consiste à tirer dans le tas quand un Israélien est fait prisonnier. Donc il y a eu des massacres qui sont venus du ciel sur le terrain du 7 octobre, et les preuves ont été masquées, les lieux de crime ont été modifiés, ce qui pour un jury, pour un tribunal, n'est pas très bon pour la partie israélienne. Il faut pouvoir prouver. Lorsque vous avez un crime qui se commet quelque part, on prend des photos, on fait venir des spécialistes, on bloque tout. Voilà. Là, il y a eu des tentatives de destruction de preuves massives. Donc tout ça n'est pas très bon pour la partie israélienne. Pour terminer sur ce point, j'ai oublié de rajouter, vous disiez qu'ils ont reconnu certains crimes de guerre. Quels sont-ils? À partir du moment où des civils sont tués, c'est un crime de guerre. Voilà. Bon, on ne peut pas contester qu'il y a eu des civils qui ont été tués. S'il y a un drame absolu, donc on peut déplorer a posteriori, c'est qu'il y a eu, sans qu'on le sache, eh bien, c'est qu'un rassemblement de jeunes, une rave party, se soit installé en bordure du camp de concentration que constitue Gaza. Ça, c'est une faute éthique majeure. Ça montre à quel point il y a peu de vision du côté israélien sur ce qui se passe à Gaza. Oser faire voilà. Mais ça a été une véritable catastrophe. Et si cette rave party n'avait pas été organisée, les choses auraient été bien entendu moins douloureuses, c'est clair. Pour finir, hein, donc, quelle est la situation actuelle du mouvement aujourd'hui, ainsi que ses perspectives d'avenir? Alors, la situation actuelle du mouvement, l'idée ambiante qui est martelée, en tout cas dans nos médias, c'est que le Hamas est très affaibli. Alors, c'est vrai, bien entendu, d'une certaine façon, mais comme l'explique très bien Jacques Beau, hein, qui est cet analyste très, très compétent suisse, si on parle sur le plan purement militaire, entre une armée conventionnelle qui est celle d'Israël et un mouvement qui a une puissance bien faible, avec une asymétrie énorme, ce mouvement de guérilla n'a perdu lorsqu'il n'existe plus. Or, le mouvement de guérilla aujourd'hui, après plus d'une année de bataille, il existe toujours. Il y a toujours, presque tous les jours, eh bien, des Israéliens, des soldats qui sont attaqués. Et donc, le mouvement n'est pas vaincu. Et lorsqu'un mouvement de guérilla n'est pas vaincu, ben c'est lui finalement qui a remporté la bagarre, parce que la question reste entière pour la partie adverse. Voilà. Malgré la puissance des bombes israéliennes et américaines, on voit qu'ils n'ont pas été capables d'atteindre le moindre but politique. Ils n'ont pas été capables de faire fuir la population, ils n'ont pas été capables de l'éradiquer, même si le prix payé est celui du génocide, avec 10% de la population qui a été affectée, tuée ou blessée. Donc, la bataille... Et la bande de Gaza rasée. La bande de Gaza est rasée, mais je dirais les Gazaouis sont toujours là. Et l'important qui reste à Gaza aujourd'hui, c'est tout ce que les Gazaouis ont dans la tête. C'est leur formation, c'est leur niveau d'éducation. Ce sont des ingénieurs, des médecins, des enseignants, des universitaires, des étudiants. Et donc, tout ça peut repartir très vite. Souvenons-vous qu'à Marjezour, la première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils se sont retrouvés dans la montagne, ils ont créé une université. C'est-à-dire qu'ils ont continué à se former, à enseigner et à travailler. Je pense que dès que les choses se seront réellement calmées, c'est-à-dire pas seulement le cessez-le-feu, mais aussi la levée du siège, je pense que le monde entier sera surpris par la vitesse de reconstruction à Gaza. Merci Christophe Oberlin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Cher Yassine, le fondateur du Hamas, qui est sorti
il y a très peu, publié aux éditions Éric Bonnier. Je remercie nos auditeurs pour leur écoute. N'hésitez pas à partager cette émission, à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications. Je vous dis à très bientôt sur Mizan TV.